Bien, bonjour à toutes et à tous. On est réunis aujourd'hui avec François Bloès. Bonjour François, Bonjour Laurent, tu vas bien? ça va bien, merci. Et on va faire une vidéo spéciale qui concerne en fait la France et le terrorisme. On pourrait l'intituler La France est-il un État terroriste? Et on va parler d'une histoire avec toi et d'une enquête que tu as menée qui va peut-être lever le voile justement sur cette interrogation. Donc, est-ce que tu peux nous faire en fait un rappel de l'histoire dont tu vas nous parler? Alors, avant d'en parler, je voudrais présenter d'abord le cadre dans lequel j'ai obtenu, parce que c'est pas vraiment une enquête en fait. J'ai croisé des militaires depuis les années 90, et ces militaires, des fois, ont trouvé en moi des oreilles prêtes à entendre et à décharger tout leur fardeau moral, leurs histoires, et finalement se sont peut-être soulagés la conscience et m'ont rempli la tête d'éléments qui m'ont fait de plus en plus douter sur la fameuse moralité de l'armée française, qui est peut-être au-delà des autres pays, mais qui malgré tout, par rapport aux idéaux qu'on nous inculque et qu'on nous fait croire, était et finalement très éloignée. Je voudrais d'abord présenter le cadre dans lequel ces éléments m'ont été transmis. Et préciser aussi que je ne vais pas porter de jugement moral. Donc le but n'est pas de faire du bashing sur l'armée française. Comme je dis, c'est peut-être la moins pire du monde, hein, qui sait. Aussi, c'est aussi le but, c'est de présenter la vision qu'ont les acteurs de ces actes qui correspond un petit peu, puisque c'est leurs employés, d'une certaine façon, aux multinationales ou aux Illuminati, on va dire, c'est pourquoi ils ont commis ces actes et comment ils vont valider leur confidence, puisque quand quelqu'un va faire les confidences sur l'acte qu'il a commis, il va pas dire je suis coupable de crimes de guerre, de torture, ça. Il va dire non, j'ai fait ça parce que j'étais obligé, j'étais dans un contexte. Donc voilà, le recueil de ces éléments, ça s'est fait au fur et à mesure. Parfois, j'ai rencontré quelqu'un, par exemple, dans la rue, puis j'ai sympathisé, et puis parfois, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant 8 ou 9 ans, des fois moins, des fois plus, et puis qui s'est livré des fois au bout de 15 jours, et puis des fois au bout de 6 ans. Voilà, ou suite à un événement, par exemple. Un événement d'actualité où on a commencé à engager la discussion. Donc, en fait, très souvent, ça ne souffre pas tellement le caractère de manipulation ou d'intox, ou on va dire même de vantardise débile, puisqu'on peut pas se vanter évidemment de crimes, mais ça souffre plutôt le fait que ces gens-là portaient un poids et ont des fois déchargé justement vis-à-vis de prêtres, parce que moi je travaille dans le milieu catholique, ces informations, moi-même via des prêtres qui l'ont reçu sans la question du secret professionnel, eh bien je les ai entendues et elles ont donc été probablement délivrées sans le secret professionnel, ou des fois ils sont venus carrément me trouver alors que le prêtre était à 20 mètres. Et c'est à moi qu'ils ont parlé. Donc ils ont vu en moi une sorte de confident, de psy, je ne sais quoi, de prêtre, ils ont déchargé un fardeau. Et puis depuis, moi j'ai un peu porté ce fardeau et je me suis interrogé donc sur cette moralité. Alors les événements qui sont concernés, il y a en premier plan l'affaire Drakkar sur les attentats du Liban donc à Beyrouth en 83. Ok. Il y a aussi un petit peu d'histoire sur des opérations au Tchad. Mhm. Il y a des histoires aussi liées à toutes les OPEX récentes et des histoires liées à la guerre du Golfe en 91. OPEX, opération spéciale. Voilà, opérations extérieures. Extérieure. Voilà. Et puis il y a aussi des questions liées au conflit que beaucoup de commentateurs ont perçu entre la France et la Russie sur l'année 2014, quand ça a commencé à chauffer en Crimée, qu'il y a eu, on va dire, beaucoup de chamailleries avec l'OTAN Mhm. et qu'il y a eu quelques déboires que je vais signaler. Voilà. Alors, des fois, moi-même, je valide le fait que certaines informations sont momentanément restées secrètes, parce qu'effectivement, les dévoiler aurait à ce moment-là causé un affolement. Et il vaut mieux qu'elle soit dévoilée, comme à chaque fois dans l'histoire, c'est le déroulement des archives, c'est longtemps après les faits, ça évite l'affolement, et il vaut mieux, on va dire, parler des problèmes quand les gens qui ont eu besoin de garder ça secret ont réglé les problèmes, plutôt que les balancer brutalement. Ouais, ça, c'est ton Je voulais opinion. aussi, voilà, alors ça c'est mon opinion, mais tout s'accélère en ce moment. Donc quand avant on attendait 30 ou 50 ans pour ouvrir les archives,
Aujourd'hui, effectivement, je veux pas, tout comme toi, qu'on prenne le peuple pour trop immature ou plus immature qu'il n'est. Et j'estime effectivement qu'il va falloir, à un moment, le lancer sur ses réflexions et lui amener les éléments. Sinon, il n'y a pas de démocratie, effectivement. Et puis, on sait, toi et moi, qu'il y en a déjà très peu. Je voulais préciser aussi que cette envie, entre guillemets, de divulgation était restée totalement éteinte. Mais récemment, dans les questions au gouvernement, par Meir Habib, le député franco-israélien extrêmement sioniste, eh bien, ce député, donc, je crois que c'était le 18 novembre 2015, a tenté d'orienter la politique militaire de la France en direction, bien sûr, de l'État islamique, mais aussi du Hezbollah. Et c'est ça qui m'a révulsé, puisque moi, j'avais des informations sur le fait que le Hezbollah n'était pas forcément aussi, entre guillemets, coupable des attentats de 83 que le classement sur la liste des organisations terroristes aurait pu le laisser penser. Voilà. Récemment aussi, il y a eu la sœur, je crois que c'est Marie-Agnès Delacroix, qui a dit très clairement, le Hezbollah n'est pas une organisation terroriste. Donc, on va entrer dans le vif du sujet avec ça. Okay. Alors, sur l'affaire Drakkar de 1983, moi j'ai côtoyé un individu pendant 6 ou 7 ans, on va dire, et à un moment il y a eu l'histoire AZF, tu sais, il y a eu une explosion. Et suite à ça, il y a eu une émission, paraît-il, il m'a raconté avec peut-être un animateur de style Ardisson, et il y aurait eu donc l'animateur qui aurait expliqué que sur certains sites, la façon de fabriquer des explosifs à partir des nitrates a été dévoilée à une heure de grande écoute et que c'était extrêmement stupide. Et je me suis rendu compte donc que ce monsieur connaissait la question des explosifs sur le bout des doigts. Alors il m'avait déjà raconté ses périples en Afrique, il avait fait des Paris-Dakar, pilote d'hélicoptère, pilote d'avion. Voilà, il m'avait aussi raconté quelques petites choses au niveau militaire. À l'époque, il possédait des armes. Pas tout déclaré, mais il les a revendus depuis. Donc, il s'y connaissait en balistique. On a eu des discussions sur ce sujet, donc, des armes. Et au final, je me suis aperçu qu'il s'est livré et il m'a balancé tout son passé. Mais son but n'était pas tellement ou simplement de décharger un fardeau, c'était de valider ce qu'il avait fait. En gros, se légitimer. Le problème, c'est que dans ce qu'il a balancé, il y a des choses qui sont plus que discutables. Alors, je laisserai aux auditeurs le fait de faire un jugement moral eux-mêmes. Moi, je vais simplement dire ce qu'il m'a dit. Déjà, dans l'ordre chronologique, il est passé par le Tchad, dès 76. Il a piloté on va dire, le fait de délivrer l'otage Françoise Clostre. Il m'a raconté les détails de cette opération qui d'ailleurs a pas très bien tourné. D'autant qu'ils ont retrouvé, alors là, désolé pour la famille de Madame Clostre, mais c'est la vérité et je pense que la famille le sait, ils ont retrouvé Madame Clostre dans le lit et donc soit atteinte du syndrome de Stockholm, soit consentante, donc dans le lit de son ravisseur. Voilà. Bon, ça c'est encore un autre détail. Il a fait, d'après ce qu'il m'a dit... Son ravisseur qui était alors, qui a été, dans ce qu'il m'a dit, Idriss Déby, qui est devenu par la suite président, qui à l'époque était dans la partie, on va dire, rebelle. Okay. Voilà. Il m'a raconté également que quand il était au Tchad, eh bien, il pratiquait ce qu'on appelle la guerre psychologique. Alors, la guerre psychologique, c'est pas comme dans Astérix avec une massue, tu sais. C'est vraiment du lourd, c'est-à-dire prendre des cadavres, changer les uniformes, attaquer un village et tuer pas mal de gens, pendant qu'on a vu que les combattants sont partis du village. Puis quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils vont trouver ? Pas de traces des Français qui sont venus faire ça, mais traces d'un cadavre avec des habits qui correspondraient à une armée qu'on souhaite voir. On leur donne un coupable sur un plateau d'argent. Voilà. Alors, moi, je vais pas porter de jugement moral, mais malgré tout, je veux dire, notre civilisation nous a quand même fait distinguer que ce genre de choses n'est pas acceptable, même si peut-être que toutes les armées le pratiquent et que la France pense ou considère économiser des soldats en faisant ce genre de pratique. Je ne sais pas. Par la suite, il m'a aussi donc confié dans le même entretien qu'il avait lui-même préparé une bombe. Alors c'est là où c'est le plus grave. Il a préparé une bombe qui a en fait été déposée par un commando. Donc là, il n'était pas dans le commando qu'il a déposé, mais il l'a préparé lui. C'est pour ça qu'il s'y connaissait en explosifs. Et cette bombe aurait été déposée, d'après ses dires, dans une école, et il y aurait eu une explosion avec 78 enfants qui auraient été tués par cette bombe. Donc une bombe
faites par, commanditées par Par ce l'État monsieur. français. Alors, c'est là où la question va se poser. Et on va voir que c'est pas forcément si simple. C'est ce monsieur qui a préparé. Ce Ouais, monsieur pratiquait la torture. Il ouais, pratiquait, il me l'a dit, il pratiquait les false flags. Il pratiquait des opérations commando donc sur demande. Il avait un grade, on va dire, assez avancé, pas extrêmement, mais tout de même. Et le souci, suite à ce dévoilement, je me suis posé simplement la question, est-ce qu'il a fait du zèle? Est-ce qu'il a voulu économiser, on va dire, du copain, tout comme les Américains, en larguant leurs bombes sur Hiroshima et Nagasaki, ont voulu économiser du soldat américain en nombre, tu vois? Ou est-ce que on a affaire à quelque chose de systémique, encouragé à l'époque, à nouveau actuel, donc qui n'est pas une histoire passée, mais qui serait bien actuelle. Et est-ce que l'État a simplement couvert, on va dire, des exactions pour éviter le scandale, ou est-ce qu'il l'a carrément cautionné? Et ce que je sais, c'est que quand il a quitté l'armée, eh ben, il a reçu un pactole, et ce pactole, c'était lié à ce qu'il avait fait, mhm, c'était lié évidemment au secret, mais c'était aussi lié au fait que son dossier était rayé de l'armée, alors peut-être à cause de ce qu'il avait fait, mais aussi par rapport aux blessures de guerre, puisqu'il a une blessure au genou. ok. Et la blessure qu'il a contractée dans l'affaire en 76 de la libération de Françoise Clostre. Ouais, il s'est pris une balle dans le genou. Donc la question c'est est-ce que la main qui paye, qui est au-dessus de la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit? Est-ce que c'est une main de caution? Est-ce que c'est une main d'encouragement et des choses qui se sont reproduites par la suite? Ou est-ce que c'est juste une tentative de limiter le scandale? Mhm. En sachant aussi que dans l'affaire du Drakkar, le bâtiment qui a sauté, bah, je suppose que dans les 10 ou 15 du commando, ou peut-être plus du commando qui sont allés poser cette fameuse bombe, eh bien, je suppose qu'il y en a certains qui sont morts. Donc, l'État a peut-être considéré que les coupables, entre guillemets, ou certains coupables, désolé pour les familles des soldats de l'époque, certains de ces acteurs ont été, entre guillemets, punis. Par contre, il y a eu beaucoup d'innocents, c'est-à-dire de soldats qui, eux, n'avaient a priori rien à se reprocher et qui sont morts aussi dans l'attentat. Et puis il y a aussi des soldats américains. C'est pour ça, semble-t-il, que les Américains ont réellement classé le Hezbollah comme organisation terroriste parce qu'ils ne voyaient pas en quoi ce serait une représaille. Alors que les Français ne l'ont pas classé et Et c'est suite à cet attentat sous faux drapeau dans cette école qui a tué des enfants que le Hezbollah a été classé comme organisation terroriste? alors non, c'est suite à sa propre réplique, c'est-à-dire que l'affaire du Drakkar qui a explosé, donc le bâtiment Drakkar qui a été soufflé, le Hezbollah a été pointé du doigt. Certains ont évoqué éventuellement la piste syrienne avec des explosifs qui auraient été placés avant, mais j'ai eu, comme on en a parlé un petit peu en préparant l'émission, j'ai eu un contact qui me permet de penser que non, il y a bien eu, j'ai des gens, des témoins oculaires qui ont vu un camion en miettes. Donc il y a bien eu un camion qui est rentré. La thèse du camion reste valide et simplement la plupart des gens s'interrogeaient pourquoi comment dire, il y a des frères ennemis qui se font un combat sur place, on envoie la finule et pour les séparer, pour déminer, pour permettre que voilà. Et puis pourquoi ils viendraient faire sauter, on va dire, les gens qui séparent les frères ennemis en train de se battre, ce qui effectivement n'aurait pas beaucoup de sens. Donc pour les Américains, ça n'avait pas de sens. En tout cas pour les Français, je ne sais pas si les Américains et les Français se sont échangés ces informations, si simplement on a voulu cacher le scandale. Mais moi je considère qu'à partir du moment où on donne à quelqu'un 1 million de francs à l'époque, c'était en 89 d'après ce qu'il m'a dit, en fait on couvre, on cautionne et on paye. Ça veut dire qu'on paye, on commande aussi. Celui qui paye commande, mais aussi passe commande. Et donc au passé a passé commande de la pratique de ces actes. Voilà. Alors je choisis ce soir de ne pas donner le nom de ce monsieur pour la raison suivante. C'est que normalement on a priorité de divulgation à la justice, qui est censée faire son travail. Et comme je te l'ai envoyé donc par mail, tu sais que j'ai envoyé à la fois à la garde des Sceaux Christiane Taubira ainsi qu'au procureur de Grasse le nom de la personne avec des détails techniques. J'ai fait une petite erreur, j'ai marqué 86 puisque Meilleur Habib dans ses QAG, questions au gouvernement, avait précisé 1986. Donc j'ai re-regardé sur Wikipédia, c'est 83. C'est un point de détail. Mais simplement, je vais garder a priori cette information pour la justice qui devrait a priori traiter ces crimes de guerre. Alors, elle pourrait considérer, la justice, à juste titre, si ces pratiques se sont arrêtées, qu'il n'est pas la peine de remuer le passé sur 30 ans d'âge, ça va soulever des vieux démons, même si les colonels ou les généraux qui ont couvert ou cautionné cela sont en maison de retraite. Le problème, il n'est pas tellement là, c'est que j'apprends par des confidences plus récentes que ce genre d'acte, ce type de pratique, finalement, n'est pas totalement arrêté. Hyper dur.
Voilà. Alors par qui je l'apprends? Ben, par des gens qui sont assez bien placés et qui peuvent prouver ce qu'ils avancent. Voilà. Alors je vais donner un exemple tout simple. J'ai eu un contact avec un militaire assez haut gradé qui a fait de nombreuses OPEX et qui me dit par exemple le nombre de militaires qui meurent en Afghanistan, c'est le bon nombre, le nombre donné par la France, mais il faut juste rajouter un zéro derrière. Ça veut dire multiplier par 10. Et quand je lui dis sur un contingent de 300, combien reviennent? Il me dit 110. C'est déjà pris des balles dans le sac à dos. Quand ils patrouillent de nuit, ils se prennent des balles dans les sacs à dos. Ils disent merci à leur sac à dos. Donc, si tu veux, il y a une lassitude. Et le même type me dit, je suis un mercenaire des multinationales et en plus payé par tes impôts. Ouais, bien sûr. J'ai dit, bah reste en France, défends la France. Ah ben non, je vais repartir, tout ça. Il voulait repartir. Finalement, il a eu des problèmes de dos, il est resté. Mais voilà, il a fait tous les OPEX. Et le plus, on va dire, comique dans cette version, cette vision-ci matricielle, c'est que si des forces supérieures organisent par tranche et par classe sociale des combats avec des combattants, donc tout en bas, dans la bagarre, cette vision de classe, ça fait aussi que ces gens-là, en mourant, ne peuvent pas se reproduire, à la fois génétiquement, mais à la fois épigénétiquement. Et quand je dis génétiquement, par exemple, la personne dont je parle, en fait, a été opérée au niveau des testicules. Pourquoi? Uranium appauvri. Et c'est moi qui lui ai dit, avant même qu'elle m'en parle. Je lui ai dit, t'as forcément bouffé de l'uranium appauvri sur les théâtres d'OPEX. Il me dit, ah bah oui, bah d'ailleurs, j'ai eu le cancer tout en bas. Donc, forcément, j'aurai pas d'enfant. Voilà. Donc, je ne vais pas, si jamais les autorités cherchent, elles vont trouver. Mais voilà, je vais pas donner non plus son nom. Ce monsieur, ça reste un patriote, c'est quelqu'un qui souhaite défendre une France, on va dire, historique et qui essaye de faire du mieux qu'il peut dans son métier. Mais qui a vu des sales trucs. alors, il a vu des sales trucs, et puis surtout, il s'aperçoit que la vérité nous est cachée. Si on nous cache la vérité, ça peut être pour nous protéger comme tu protèges un enfant, tu vois. Mais par contre, à ce moment-là, on arrête de nous donner l'illusion démocratique avec les bulletins, parce que si tu sais pas ce qui se passe, si tu sais pas, par exemple, que pendant quelques mois, la France est réellement en guerre avec la Russie, peut-être guerre souterraine ou guerre sous-marine, ton bulletin de vote, il vaut rien, parce que si tu as un candidat qui est pour la guerre avec la Russie, ou belliqueux, et l'autre qui est contre, comment tu fais à choisir si t'as pas les infos comme quoi il y a eu du barouf? Et du barouf, par exemple, il y en a eu en 2014. Ça aussi, c'est une info qui pêche dans la démocratie. Je pense qu'on peut la balancer puisqu'on est en 2016 et que les affaires se sont légèrement arrangées. Je pense que le maître d'échecs a bien réglé la question. J'espère qu'il me pardonnera de balancer cette info parce que ça va le concerner évidemment. Je parle de Poutine. Eh bien, il y a eu un clash entre les Français et les Russes. Je ne vais pas préciser le lieu, ça évitera de vider les plages de la côte en question, mais disons qu'il y a eu 2 sous-marins russes qui ont été envoyés par le fond après 2 avertissements. Donc 2 bips et 2 sous-marins coulés. Et ce qui a permis à la France de s'apercevoir et de faire le roquet, évidemment, de par ce résultat, qu'elle a les meilleures oreilles du monde pour la détection, puisque les mêmes sous-marins russes se baladent près des côtes américaines et sortent au bout de 3 semaines en montrant que finalement ils ont pu s'y balader sans s'y faire repérer. Ce qui n'est pas le cas avec les Français. Voilà, donc ça fait partie des petits jeux géostratégiques, des tests de l'OTAN. Simplement, était-il bien sage d'envoyer par le fond, je pose la question, Monsieur Hollande, était-il bien sage d'envoyer par le fond simplement des rôdeurs? Est-ce que nous, si on a un rôdeur devant notre porte et qui est encore, on va dire, de l'autre côté de la clôture, est-ce qu'on a le droit de lui mettre une balle et d'enterrer son cadavre? Voilà, je pose la question. Je suis pas sûr que ce soit, on va dire, un gage de sécurité. Après, les autorités militaires ont évidemment des éléments très très nombreux. Là, moi, j'en ai déjà quelques-uns et je suppose que ils en ont 100, 200, 300 fois plus. Donc, je n'ose imaginer que si on soulève cette boîte de Pandore, on se brûle les yeux littéralement par rapport à toutes ces choses cachées. Il y a un lien aussi avec Attends, la question je répète, en 2014, la France a abattu 2 sous-marins russes qui se sont approchés. Dans les eaux territoriales Je ne françaises. sais pas. Je ne sais pas si c'est dans les eaux internationales, donc à plus de 50 km, ou dans les eaux territoriales. Je ne suis pas en mesure de dire précisément le lieu. Je peux situer la mer, mais je ne vais pas le faire pour l'instant. Je pense que il vaut mieux que ce soit François Hollande qui en parle lui-même. Mais voilà. Et puis s'il ne souhaite pas en parler, ou si M. Poutine ne veut pas en parler, eh ben ils vont garder ça secret. Ce sera dans les livres d'histoire dans 30 ans. Tu sais, dans le Quid 89, il y avait déjà marqué que 19 sous-marins avaient été coulés entre 1950 et 1989. Donc 19, j'ai trouvé le chiffre bizarre, parce qu'il y en avait 10 et 9. 10 Russes et 9 Américains, ou 9 Russes et 10 Américains. Et je me suis dit, c'est bizarre comme l'accident qui a un tel équilibre.
tu vois. Et je pense qu'il y a eu des petites chasses, des petits jeux, tu vois. Donc le fait qu'il y en ait deux récemment, et il y a aussi l'affaire en Crimée où des navires ont été survolés et leurs équipements électroniques ont été désactivés. Donc il y a eu un petit coup de stress dans l'affaire de la Crimée et l'OTAN et la Russie se sont beaucoup frottés par on va dire, le fait de venir se chercher un peu et puis prendre les mesures. Finalement, s'ils font que se chercher, prendre les mesures pour voir qui entend, qui repère, qui va plus vite, si ça peut éviter les guerres, c'est bien, mais quand ça débouche sur le fait d'avoir deux épaves avec des matériaux fissiles, des matériaux nucléaires au fond de l'eau, et peut-être pas très loin de certaines côtes, ça peut poser un souci. Tu vas me dire, faudra aller voir en face de la Hague s'il n'y a pas aussi beaucoup de dépôts. Hein, certains considèrent qu'il y en a peut-être beaucoup, et là, dans des coques encore moins épaisses. Ça, c'est encore un autre sujet. Alors dans ces politiques-là, il y a inévitablement, pour nous Français, si tu veux, ce qu'il a d'ailleurs légitimé, celui qui a préparé cette bombe, et dont Madame Taubira a le nom, bien sûr, eh bien c'est la question du franc CFA et de la domination en Afrique. Parce que tu t'aperçois que si nous on lâche du lest, par exemple sur l'Iran, Peugeot, tout ça, c'est finalement que le terrain de garde et de chasse des matières premières de la France, dédié où ni les Américains, à part au Congo, Nord Kivu, tout ça, et ni les Russes, pour l'instant, ne vont trop nous concurrencer, c'est bien l'Afrique. D'ailleurs, il y a une contre-offensive de Poutine actuellement qui va se déplacer en Afrique pour proposer le rouble à la place du franc CFA. Voilà, alors ça fait partie justement des choses qui ont été dénoncées par beaucoup de polémistes africains ou d'économistes, comme Nicolas Abgou, dont Stop Mensonge j'avais relayé d'ailleurs un article sur mon initiative. C'est en fait ce franc CFA qui a été converti à 100 contre 1, ça a permis de décoloniser tout en gardant les avantages financiers de la colonisation. Ça correspond au nazisme monétaire quand les Allemands sont arrivés. Si tu veux, ils ont fait une conversion avec 1 mark vaut 30 francs. Et grâce à ça, les Allemands pouvaient s'acheter tous les produits manufacturés français pour 3 francs 6 sous. Et enfin 3 marks 6 sous. 3 marks 6 sous. Et le problème, c'est que si tu veux, non seulement on spolie dans le taux de conversion l'Afrique, donc maintenant c'est pour un français 1 euro pour 655 francs CFA, parce que c'est basé sur l'euro. Mais le truc aussi, c'est que en montant le prix de la devise et en les maintenant autant dans la pauvreté, qui est en partie organisée. Une partie, ça vient d'eux, il n'y a pas de souci, mais une partie, ça vient aussi de nous. Il faudrait distinguer bien laquelle. Eh bien, on crée les conditions d'impossibilité du commerce entre eux, parce qu'ils n'ont pas, on va dire, la possibilité de commercer, de s'acheter eux-mêmes leurs produits. Ils sont obligés d'abord de les transférer par notre système de change. Donc il y a des conférences là-dessus qui sont très précises. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais en gros, nous spolions l'Afrique. Et s'il n'y avait pas cette domination militaire et cette gestion du chaos, tu vois, comme il y a eu dans l'affaire libyenne, par exemple, eh bien, nous pourrions pas spolier l'Afrique. Et quand on dit nous, si encore, entre guillemets, le peuple français en ramassait la grosse part du gâteau, presque il se tairait sur les morts, sur les pratiques de son armée. Et il dirait, bon, nous, les Blancs, on est plus intelligents, c'est normal qu'on rafle, c'est normal, parce que regarde ce qu'on en fait, tu vois, on fait l'électronique, on fait aérospatial, on fait des trucs comme ça. Et eux, ils en feraient rien, donc autant qu'on aille leur piquer. Et puis, au cas où on les rend malades avec le yellow cake du nucléaire, tu sais, l'uranium, à ce moment-là, au bout de 30 ans qu'ils râlent et qu'ils nous font une petite guérilla, les Touaregs, on leur met un hôpital, une route, et ils sont contents. Tu vois, c'est un peu ça, la mentalité des gens qui ont pratiqué ça. Et ils disent réellement, ces gens-là sont des animaux. Ils le considèrent tel que ça leur permet de se déculpabiliser de les tuer quand ils sont dans une situation où finalement leur pratique militaire les conduit à les tuer. Donc moi personnellement, je ne cautionne pas ces pratiques, c'est pour ça que je les dénonce. Je ne nie pas complètement, parce que des fois je relaye des vidéos sur Facebook et c'est vrai que l'énergie libre et l'antigravitation et l'hypertechnologie n'est pas pour tout le monde. Il ne faut pas se voiler la face. Certains peuples, on va dire en termes de développement moral, intelligence, sociétal, ne sont pas prêts. Donc si on doit les maintenir, pas dans le chaos, mais dans un certain containment technologique, ça peut être légitime, mais pas par ce type de méthode. Et peut-être d'ailleurs qu'en les maintenant momentanément dans un containment, tout comme nous avons été maintenus dans un containment, on peut aussi gérer leur évolution avec beaucoup plus d'efficacité. Parce que si on les maintient dans le chaos par les méthodes actuelles, c'est pas prêt de s'arrêter. Alors j'ai aussi la particularité d'avoir eu comme je suis organiste d'église,
J'ai un prêtre de paroisse qui a fait une quinzaine d'années en Afrique et qui a été médecin pendant 20 ans. Donc il a fait la médecine de guerre, la médecine d'urgence. Et j'ai discuté avec lui pas plus tard que la semaine dernière, et je lui ai dit que j'allais peut-être évoquer ça de façon un peu publique, puisque la justice n'en fait rien, ce qui est d'ailleurs illégal. Je rappelle que tout magistrat doit instruire lorsqu'il doit diligenter une enquête, lorsqu'il est mis au courant de crimes. Donc là, évidemment, il se torche avec l'idée, et semble-t-il qu'il connaissait déjà plus ou moins le passé sulfureux du bonhomme, voilà, qui était déjà passé au tribunal, et ça lui avait été un petit peu rappelé, d'après ses propres dires à lui. Voilà. Et ce prêtre de ma paroisse me dit, effectivement, ce ne serait pas la peine de trop en parler si c'était du passé, comme certains voudraient le faire croire, mais en fait, ça continue toujours. Voilà. Donc le problème, il est là. C'est si il n'est pas question de remuer la merde sans l'épuisette. En même temps, ces gens veulent se décharger de fardeau. En même temps, c'est l'occasion de faire un mea culpa ou un francea culpa, tu vois. Mais en même temps, il faut enlever. C'est-à-dire, il faut dire, bon, il faut que ça serve à quelque chose. Il faut qu'on arrête ce genre de pratique, tu vois. Et S'il s'agit tu as pour dénoncer. des exemples quand tu dis ça continue de se produire? Alors, déjà, je vais donner un exemple tout simple. En 91, donc là, je pense que, comme l'armée est parfaitement au courant, puisque c'est elle qui a donné ses ordres, j'ai quelqu'un qui me faisait le catéchisme, par exemple, en 89, qui s'appelait Jean-Luc Maurer, qui était pilote de chasse. Donc là, je donne son nom. Il l'a confié à deux personnes qui se connaissent, mais voilà, et qui me l'ont les deux rapporté, et hors du secret professionnel, bien que l'un des deux soit un prêtre. Et donc, ce gars-là, c'est un de ceux qui a pris une balle dans le casque, en 91, il y avait des pilotes français qui avaient pris des balles dans le casque et qui avaient traversé le cockpit. Et il a été des fois en mission de bombardement et il a demandé confirmation pour le bombardement parce qu'il a estimé que les dommages collatéraux étaient trop importants et peut-être, dans ce que j'ai pu comprendre, qu'il y aurait eu aussi des boucliers humains sur les cibles stratégiques. Voilà, évidemment des Kurdes. C'était sur un pont? Alors, je crois, de mémoire, oui. De mémoire, ce qui m'a été dit, oui, mais j'irai pas devant un tribunal pour le dire. Mais je me rappelle, effectivement, ce qui m'avait été ramené, c'était lié à une histoire d'un pont. Mais tu le sais par où, en fait? Par toi? Ah, dans ce cas, je t'en avais parlé. Mais je voudrais pas préciser trop les choses, parce que le but n'est pas d'incriminer, si tu veux. Ouais. Lui, il a estimé, dans les récits qui m'ont été faits par deux personnes séparément, c'est que il a démissionné de l'armée au retour de sa mission en Irak, parce que quand il demandait confirmation, alors qu'il estimait que les dommages collatéraux étaient trop importants, on lui donnait ordre de quand même bombarder. Ouais. Peu Voilà. importe le nombre de victimes collatérales, on fait le ménage. On fait le ménage, c'est pas nous qui avons mis des boucliers humains s'il y en a ou si voilà. Donc en gros nous on bombarde, l'autre il a mis ses Kurdes s'il a envie sur le pont, Saddam, c'est son problème et ce sera sa responsabilité. Le problème c'est que lui quand il me faisait le caté, il me disait je suis l'outil d'un président qui est élu par vos voix. Donc en démocratie, je suis légitime même en tant que chrétien qui fait le catéchisme d'aller appuyer sur un bouton et de tuer des gens parce que Ouais. c'est vous qui décidez Alors, et vous êtes co-décisionnaire avec moi. ouais, mais Tu alors vois ça c'est une grosse excuse bidon qui se non, sert excuse avant. pour se légitimer et se donner bonne conscience. Alors que Ça, c'est l'excuse d'avant. C'est pas l'excuse quand tu as pratiqué la chose. Parce que quand tu as pratiqué, tu t'aperçois que ça ne marche pas. ah Parce qu'il oui, y a justement des coupures de vérité et de transfert d'informations dans les chaînes relais. Et donc, tout ce système ne marche pas. Si il était, on va dire, l'aboutissement d'une pensée française qui dit, nous sommes les Français, le pays des Lumières, voilà, nous allons conquérir le monde, nous revendiquons, et on est tous allés voter pour des mecs qui vont tyranniser le monde. Là, pas il est moi. légitime. Non, mais, toi, tu viens si jamais il était le relais de cette volonté-là, consciente et populaire, en tant qu'acteur, il serait légitime, pas au niveau moral, mais en tant qu'acteur, si tu veux. Mais le problème, c'est que ni au niveau moral, ni au niveau de la légitimité du transfert de décision peuple vers décideurs élus, représentants élus, et décideurs vers les acteurs militaires. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une rupture par le cloisonnement, qui est organisé, évidemment. Donc ça m'a posé problème, et donc il s'est reconverti à son retour dans l'aviation civile, et il a bien fait. Donc lui, il m'a pas transmis d'informations, il risque pas de perdre sa retraite militaire, si tu veux, ce gars-là, parce qu'à moi, il ne m'a pas transmis d'informations que j'ai divulguées, je l'ai eu par deux autres personnes. Mais comme c'est par deux personnes qu'il connaissait extrêmement proches, je n'ai aucun doute, puisque les deux ont dit la même chose. D'accord.
Voilà, ça c'est un exemple. Alors j'ai eu aussi par exemple un gars qui était assez intéressant, d'ailleurs dont j'ai participé à guérir par des informations et des soins, sa gamine qui a eu un souci vaccinal. Ok. Voilà, à 10 mois, le gamin a eu un souci vaccinal. Bref. Et justement, il m'a dit, ben, je peux faire les piqûres sur la zone du vaccin par rapport à ce souci parce que j'ai été militaire. Et on a discuté militaire. Et il a commencé à me balancer. Donc lui, je le connaissais depuis aussi un certain temps. Il a commencé à m'expliquer ce qu'il a fait. Et en fait, ce gars-là, il a été sur plein de théâtres d'opération, dont moi, à l'époque, j'ignorais que la France était en guerre dans ces pays. Donc, si tu veux, je me suis rendu compte déjà en 2004-2005 que des types m'ont raconté qu'ils faisaient des guerres qu'on n'avait pas déclarées. Ça s'appelle quoi une guerre que t'as pas déclarée? Ça s'appelle la protection via nos impôts et notre armée des multinationales ou des groupes ou des intérêts soi-disant nationaux, mais dont en fait le peuple ne recueille que les miettes, et les multinationales grandissent, arrosent l'oligarchie qui elle progresse comme ça l'intéresse, en orientant ses flux financiers vers les technologies ou vers l'accaparement des ressources et des richesses du contrôle de voilà. S'ils sont plus intelligents que nous, ils ont peut-être raison, mais vu ce qu'ils font, ils sont peut-être pas suffisamment moraux pour être légitimes dans cette captation de décision, parce que le pouvoir finalement, c'est pas juste de la richesse, c'est aussi de la capacité à décider, puisque tu achètes même les politiques avec, tu vois. Donc je me suis rendu compte de ce type-là, il a fait plein d'OPEX qui n'étaient pas des guerres déclarées. Il m'en a raconté quelques-unes. Et Tu as des noms de pays? alors il a fait l'Afghanistan à une période où on n'était pas censé être en guerre en Afghanistan, nous, par exemple. Voilà. Alors dans les exemples qu'il m'a cités, il m'a cité l'exemple qui s'est fait gazer au sarin par les Américains. Alors je dis bien, Monsieur Di Rinzo, je vais donner son nom, qui habite à la Roquette, Mouansartou, en tout cas à l'époque en 2006, s'est fait gazer au sarin et se fait traiter à l'hôpital de Toulon régulièrement, toutes les 3 semaines, m'a-t-il dit, pour un gazage au sarin, donc des armes de destruction massive, Monsieur le Président, Madame Taubira, vous vous écoutez bien, Interdite par. vont être interdites en 91. Alors dans quel cadre, évidemment, parce que les Américains sont pas amusés à gazer des Français. Eh ben c'est que les Français ont fait une opération des forces spéciales en territoire, je sais plus si c'était Bagdad ou une grande ville. Et en fait, ils ont retraversé à leur retour de l'opération spéciale les lignes irakiennes. Et au moment où ils ont traversé les lignes irakiennes, les Américains, eux, gazaient au sarin les Irakiens. Et 10 ans plus tard, ils nous faisaient suer avec les histoires des armes de destruction massive et Colin Powell à l'ONU, tu vois. Enfin, 12 ans plus tard, suite aux attentats de 2001. Donc, quand on sait ça, si tu veux, on commence un petit peu à vriller au niveau de la tête. Je suis où? Je suis en France, je suis à Naziland, je suis à Menteur Démocratie, tu vois. Tu comprends plus, tu vois. T'as des témoignages divers. Tu te dis, bon, les Français sont des gens globalement bien. Tu les croises dans la rue, ils feraient pas de mal à une mouche. Ce sont des gens civilisés, tu vois. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on critique et qu'on observe qui nous arrive. Mais d'abord, pourquoi ça nous arrive? Qu'est-ce qu'on y a fait? Les questions se posent. Donc, moi, par exemple, je suis contre l'immigration, mais aussi pour la simple et bonne raison, je suis aussi contre le fait de déclarer des guerres et d'envoyer nos militaires sur des terrains très éloignés. Alors après, il y a la question de la captation des ressources, des minerais, tout ça qui enrichit à la fois les multinationales et les États, puisqu'on a un prix d'électricité qui est quand même assez bas en réalité par rapport à l'Espagne. Tu vois, sur la base du SMIC, on a un prix qui est moins cher. Bon. Après, on vend à l'Allemagne elle-même notre électricité moins chère qu'on se la vend à nous-mêmes. Donc, en fait, déjà, Areva et EDF ont historiquement entubé le français par rapport à l'allemand. Voilà. Mais on a sorti les Allemands du nucléaire. Alors, est-ce que c'était pour qu'ils évitent d'aller trop loin? On a aussi développé beaucoup l'uranium appauvri qui a donné une supériorité stratégique, puisque l'uranium appauvri, je rappelle, ça permet à des obus de char de gagner 1 kilomètre de portée, et qui plus est, au moment où ça traverse le char, c'est d'une précision diabolique, au moment où ça rentre dans le char, à la fois c'est autoforant, c'est je crois que la densité c'est 15 ou 16 l'uranium, hein. Donc on n'est pas loin de l'or à 19, tu vois, au niveau du poids, et surtout c'est autoforant et ça enflamme l'air instantanément. Donc c'est une arme, qu'elle soit maintenant dans des obus de char, ou qu'elle soit dans des mitraillettes en calibre 12,5 ou des gros calibres comme ça, eh bien ça donne une supériorité qui est à la fois énorme et même dramatique. Parce qu'il faut imaginer que dans les mitraillettes à uranium appauvri, si tu veux, une balle qui traverse 4 murs de parpaing, eh ben ça peut faire 15 morts. Parce que c'est pas la balle qui fait les morts, c'est les éclats du parpaing. Donc c'est d'une violence absolue. Et cet uranium appauvri, nous ne l'aurions pas si nous n'étions pas orientés sur une filière du tout nucléaire. Et nous alimentions l'Europe. Donc en fait, en ayant le contrôle de l'uranium appauvri, nous avons aussi la domination balistique sur les terrains d'opération militaire. Ok. Voilà, ça fait partie des
des jeux. Mais aussi, on va dire, il y a eu des croisements. Tu sais que nous avons perdu, enfin nous avons des croisements de services mutuels, notamment avec Israël, avec l'Italie, avec la Belgique. Donc il y a. Est-ce que tu as d'autres noms de pays où la France a mené des opérations alors qu'elle n'était pas censée être dans ce pays? Alors pas censé, je ne saurais pas dire, parce que si tu veux, j'étais petit à l'époque. Et là, j'ai pas refait tout un travail historique pour rechercher. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai 5 ou 6 personnes qui, sur les 25 dernières années, m'ont témoigné avoir commis des actes qui sont, pour certains, clairement des crimes de guerre, et d'autres très proches des crimes de guerre. La preuve, c'est qu'ils ont eu besoin de vider leur sac. Donc, le souci, c'est quelle France et quelle logique géostratégique nous acceptons, nous, en tant que citoyens français, si nous sommes au courant de ça. Est-ce que nous taisons, est-ce que nous mettons ces choses-là sous le tapis, en les légitimant plus ou moins partiellement? Parce qu'on n'a pas envie de savoir, tu vois, il y aurait jamais de manif, hein. Suite à la vidéo, il y aura pas de manif des gens dans la rue, nous voulons savoir. Les gens, ils sont, pour la plupart, tellement centrés sur des choses plus matérialistes que ces idées de ne pas semer le chaos. Mais quand ils vont prendre les conséquences de ce chaos, notamment libyen, et ben après, ils vont râler et ils vont repousser, les gens qui arrivent sur leur code. Donc c'est tout le problème, tu vois. Toi, tu as identifié dans la structure, tu as dessiné sur ta fondation pour l'humanité et le PDF que tu as fait, tu as identifié, on va dire, une hiérarchie. Et beaucoup des militaires n'ont même pas encore compris à qui ils servent. Donc en fait, le problème, c'est moi, je fais un appel aux militaires. Militaires, vous voulez garder la fierté du peuple français, défendez les frontières, mais les frontières, pas à l'extérieur les intérêts soi-disant français d'entreprises soi-disant françaises, dont au final les actionnaires, dans le CAC 40, sont pas forcément français. Oui, Et puis beaucoup. ils ont tous des succursales dans des paradis fiscaux pour faire remonter l'argent en Voilà. dehors de la France, Voilà. etc. Donc, ils croient qu'ils défendent des entreprises françaises comme Total, alors Total, je crois qu'à 11% d'employés français dans le monde. Donc, au final, ça n'a rien de français ni dans les employés, c'est juste la domiciliation officielle. Mais peut-être au niveau des impôts, allez, ils payent combien? 8% d'impôts, je crois, alors qu'un mec dans une PME il est taxé tous azimuts à 82, enfin, y compris sa sécu, tu vois. Mais en fait, c'est du foutage de gueule. Et les militaires commencent à le comprendre et ils savent qu'ils sont devenus de la chair à canon pour multinationales et qu'ils sont des mercenaires et ils le disent eux-mêmes. Le problème, c'est qu'ils perdent leur fierté. Donc, moi, je fais cette vidéo pour appeler nos militaires à redorer l'image de la France. Je cherche pas à dénoncer des personnes ou à les livrer à une vindicte populaire. Ils ont accompli une mission, ils ont obéi, parce que c'est comme ça que ça marche et que ça peut marcher, à des lignes hiérarchiques. Il y a eu des ruptures simplement dans la moralité des élites qui ont... Ouais, je veux ça. juste te rappeler le leitmotiv de la résistance française sous l'occupation allemande. Obéir, c'est trahir, désobéir, c'est servir. Ça, je pense que c'est un message qu'il faut aussi faire remonter aux militaires français. Il n'y a absolument rien qui doit interférer entre leur conscience et les décisions qu'ils prennent. Ils peuvent pas Alors, se attends. cacher derrière Oui, mais des ordres. Je attends, c'est plus rappelle compliqué qu'au que ça. tribunal de Nuremberg, ceux qui ont dit oui, on a assassiné ci, on a fait tel truc, on a fait ça, mais c'est parce qu'on avait reçu les ordres, ça a été battu sur le côté par le tribunal et à dire non, non, vous n'avez pas à obéir à des ordres qui sont des ordres criminels, peu importe d'où ils viennent. Mais encore faut-il qu'il n'y ait pas de cloisonnement. Je vais te donner un exemple. Le type qui a préparé cette fameuse bombe pour aller faire péter cette école, qui te dit que dans le commando qui est allé la placer, tous les mecs du commando savaient Que c'était que une les deux école. trois qui portaient un truc, c'était pas un système de détection pour enlever une bombe qui aurait été placée, mais c'était un truc pour la mettre. S'il faut, on leur a raconté qu'ils avaient eu des infos douteuses sur le fait qu'il y aurait une bombe et qu'ils sont allés, en fait, ils ont peut-être cru qu'ils allaient sécuriser. Et ils ont peut-être gardé un périmètre en sécurité le temps qu'il y ait un travail qui se fasse. Et ce travail n'a peut-être pas été, tu vois, c'est une hypothèse. D'où l'intérêt de faire l'éclaircissement sur l'affaire et que la justice s'y intéresse et qu'elle fasse l'éclaircissement sur l'affaire. Alors le souci, c'est que si j'avais, on va dire, si j'avais essayé de faire pression par, je sais, les associations de victimes, tout ça, j'aurais pu peut-être participer entre guillemets à confondre la personne.
C'est-à-dire, la justice m'aurait auditionné comme je l'avais demandé. Il m'aurait dit, bon, monsieur, vous prétendez cela, bah, vous allez nous le prouver. On met un micro-cravate, on vous enregistre, vous allez voir le monsieur, et puis vous allez dire des choses à ce sujet, puis on va enregistrer les retours. Mais du fait qu'il ne souhaite pas, de façon consciente, faire ce travail, c'est la preuve, soit qu'ils sachent, Ils savent soit déjà. qu'ils coupent, soit voilà, qu'ils savent, ou Ils soit de savent toute déjà. façon, voilà, je suppose qu'en fait, ils ne souhaitent pas remuer ces vieux dossiers. Et alors, quand on ne veut pas remuer des vieux dossiers, c'est parce qu'on en a plein au présent. Et là, tu vois les choses que je t'ai dites qui se tiennent sur les doigts d'une main. Si tu les multiplies, comme je suis une personne qui a juste rencontré quelques militaires, Oui, imagine le nombre actuel de choses qu'on pourrait soulever. Parce que s'il faut, là, je t'ai donné des infos, mais s'il faut, j'ai pas eu le coup de bol de tomber sur les 5 infos, on va dire, vraiment pertinentes. S'il faut, elles sont à multiplier par 50, par 100, par 200 vu le oui. nombre de militaires impliqués. Tu vois, j'ai pas eu le coup de bol de tomber sur les personnes en Bien question. sûr, bien sûr. Donc, si tu multiplies ça par 200, si tu veux, ils vont tolérer que sortent deux, trois affaires qui vont pas trop déranger le système. Et dans ces deux, trois affaires, bah, celle dont je parle n'y sera pas. D'abord, parce que ça n'arrange pas les affaires des Français. Alors, je félicite quand même, pour une fois, Manuel Valls, dans les questions au gouvernement du 18 novembre, d'avoir renvoyé dans les cordes Meir Habib, puisqu'il a réfuté l'idée de s'engager face au Hezbollah. Et donc, en fait, il a, peut-être le sachant ou peut-être pas, réfuté l'idée de le considérer, le Hezbollah, comme un groupe terroriste. Moi, je demande simplement à l'État américain, et non pas français, puisque c'est eux qui se permettent de dire qui est terroriste et qui n'est pas, je demande à l'État américain de faire pression pour avoir la vérité même en interne, éventuellement sans la donner au peuple, et puis de retirer simplement le Hezbollah des entités terroristes, parce que qui dit Hezbollah libanais terroriste, dit Hezbollah iranien terroriste aussi. Tu vois, c'est le chiisme, sont des courants, et ces courants en général ils sont très bien structurés, ils font pas n'importe quoi sans les ordres des chefs. Donc voilà, je fais d'abord cette vidéo pour restaurer au moins aussi l'image du Hezbollah et pour que les militaires français puissent retrouver et trouver notamment les gendarmes, les militaires gendarmes, qui respectent leurs chartes et qui désobéissent effectivement aux ordres illégaux. Ou si jamais ils identifient un cloisonnement qui les ferait participer à des actes douteux, et ben à ce moment-là, qui fassent pression pour qu'il y ait des enquêtes après coup ou qu'ils s'abstiennent. Mais c'est extrêmement délicat. Qui viennent nous envoyer un message sur Stop Mensonge. On peut les faire parler, s'ils veulent pas à visage découvert, on peut les faire parler à visage caché, mais au moins que ça sorte et qu'on mette en fait des cailloux dans l'engrenage qui entraînent vers des actes totalement immoraux qui rejaillissent sur tout le monde et qui continuent à perpétrer des tensions entre les pays et les gouvernements. Oui, alors je suppose aussi que ces gens-là diront ou justifieront les décideurs de ne pas soulever ces tapis. Ils diront que s'ils le font, c'est parce qu'ils sont en mesure au niveau militaire et local de gérer, peut-être par des bombardements, les débordements. C'est-à-dire que si jamais à un moment donné ça les dépasse ou ça prend une proportion qu'ils ne contrôlent plus, ils ont toujours de quoi, on va dire, intervenir de façon plus lourde et plus massive. Mais moi, là où je suis choqué, par exemple, je vais donner un exemple qui est tout simple. Et là, je sors de ma réserve de ministre de l'Église, puisque je suis organiste d'Église et je suis ministre à ce titre comme un prêtre. C'est que j'entends des fois tu vois, dans la France catholique bien profonde et bien ancrée, j'entends des prières universelles pour les victimes, par exemple, de l'attentat de Ouagadougou. Bon, bah, c'est très bien de prier pour les victimes de l'attentat, et il faut aussi prier pour le salut des âmes de ceux qui l'ont perpétré, bien évidemment, dans une vision religieuse et spirituelle. Mais quand j'entends que des bombardements de la coalition, alors on dit pas française ou alliée ou de la communauté internationale qui se réduit à peau de chagrin de 2 ou 3 pays, bien souvent, on fait 24 morts, on dit pas si c'est des morts combattants, des morts civils, des enfants, et puis après quand tu regardes sur internet, tu vois que il y a une école qui a pété aussi avec 24 morts, et là j'entends pas des intentions de prière. Donc si tu veux, l'Église malheureusement, comme tu le dénonces d'ailleurs sur Stop Mensonge, finit parfois par faire aussi dans ses messages du deux poids deux mesures et participe au fait de s'identifier à celui qui sera probablement notre allié en moment de crise beaucoup plus grave, c'est-à-dire le blanc et le catho ou de culture judéo-chrétienne. Donc Israël
et puis le blancos, comme dirait Manu. Hein. Voilà. Et donc ils veulent construire. C'est sûr que sur un champ de bataille, si tu tournes autour de toi et tu sais pas sur qui tirer et qu'on ça tire de partout, tu vas regarder peut-être l'uniforme, mais aussi la couleur de peau, parce que c'est ça qui va identifier. Tu vois ce que je veux dire? C'est le premier réflexe. Qui est comme moi? Je défends ce qui est comme moi, conceptuel. Voilà. Mais le souci, c'est que tous ces militaires, justement, qui sont en train d'obéir à des ordres, eh ben, ils sont dans une dynamique qui est liée au fait que les idées, les idéaux et la sphère spirituelle et des fois religieuse ou politique est censée leur donner quand même des bons rails. Et je constate qu'ils vont chercher avant comme après une légitimité dans la religion. Donc en fait, ils sont accrochés à l'Église, notamment par exemple le général Didier Tauzin, qui est proche des mouvements intégristes, enfin ou on va dire avant Vatican II, parce que ils cherchent, quand ils ont dû faire ou fait des actes graves, ils ont besoin d'une caution morale. Et cette caution morale, soit ils vont la chercher par rapport à un événement instantané, du style il y a un massacre, on tire sur les mecs qui sont en train de massacrer, tu vois. Des fois d'ailleurs ceux qui n'ont pas pu le faire en Bosnie, ils sont pas contents, ils reviennent, ils se disent on n'a pas pu tirer sur les mecs qui étaient en train de massacrer en face. Et on nous a dit non vous bougez pas. Donc là ils sont pas contents, ils ont obéi à un ordre aussi, tu vois. Mais là ils ont rien fait de mal, ils ont juste laissé un massacre se perpétrer. Donc ouais, ça rien faire de mal quand tu vois un massacre se laisser perpétrer, enfin ça c'est une... Et tu as les armes, encore une fois, moi c'est pas ma perspective quoi. Non, mais encore faut-il avoir les moyens, parce que si t'es 300 casques bleus face à 2000 bosniaques en face, tu vois ce que je veux dire, si tu engages... t'as peur de mourir, tu fais pas ce métier-là. Hein. Non, mais c'est plus complexe. La gestion militaire, c'est quel est le prorata entre l'engagement à proximité, le tir longue distance, l'appui aérien, c'est tout un ensemble. Tu peux pas juste dire, on est là, ben on y va. Non, les choses se préparent avec, on va dire, l'optimisation du plus faible nombre de morts, tant pour les civils, d'ailleurs du camp qui est en train de se faire massacrer, que pour ta propre armée, surtout et avant tout. Le but, si tu veux, c'est de ramener un bilan comptable avec le minimum de pertes. Les généraux ont toujours été attentifs à ça, surtout les catholiques d'ailleurs. je pense à la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc simplement pour rappeler, armée française, vous cherchez des cautions morales dans les actes que vous faites sous l'uniforme français, payé par les impôts des Français, même si c'est peut-être des relais politiques, voire oligarchiques, qui signent la feuille de paye. En tout cas, l'argent, soyez bien sûr qu'il vient de nos bourses, nous, les citoyens. Donc cherchez la caution morale dans les valeurs fondatrices de la spiritualité qui a bâti la France, et on la connaît, elle a été druidique jusqu'au 5e siècle, elle a été chrétienne pendant les 12 suivants, et elle a été globalement franc-maçonne pendant les 2 suivants aussi. Donc cherchez vos fondamentaux là-dessus, dans les fondamentaux de base, où le peuple est d'accord et participe à ce projet, et si vous déviez, ben vous n'êtes plus nos militaires, vous êtes les ennemis de la France. Ouais. Donc voilà, c'est un message de résistance aux militaires. Parfait. Tu voulais aborder autre chose? J'ai abordé la plupart des points. Donc, bah, on va poster cette vidéo telle quelle, et puis il y aura certainement des questions qui arriveront sur la vidéo, et on répondra aux questions, enfin tu répondras aux questions par rapport à ce qui est posté sur la vidéo. Oui, un petit rajout, excuse-moi, un petit rajout. Au cas où l'association des victimes du terrorisme se manifesterait, que j'ai trouvé sur Internet, en fait, je me suis aperçu que celui qui pilote cette association est le fils d'un ancien dirigeant de Total et qui a été surpris qu'en 89, je crois que c'était au Tchad, l'avion dans lequel il se trouvait ait été abattu. Et quand je vois sa surprise, je me dis que ce gars-là, peut-être en a conscience ou pas, mais il participe à un phénomène d'entonnoir, d'absorption de contestation et finalement de bouclage des dossiers, d'entonnoir au dossier. Donc si des gens veulent me contacter, qu'ils n'aillent pas vers cette association, et s'ils ont participé ou été au Liban à cette époque et qu'ils postent leurs éléments, eh bien on peut éventuellement sur Stop Mensonge constituer un dossier des gens qui veulent relancer s'ils le souhaitent la faire par rapport à leur problème. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit moi j'en ai encore des cauchemars à l'heure actuelle, alors que ça fait plus de 32 ans. Hein. Ça fait 32 ans. Donc le gars en fait encore des cauchemars. Et en plus, il a perdu beaucoup de ses amis. Donc si là, il vient d'apprendre que ça n'est pas forcément que lié au Hezbollah, voilà.
Je ne sais pas quoi dire de plus, mais surtout, n'allez pas vers des associations qui ont été fabriquées pour être des entonnoirs, avec des gens qui sont des fils de PDG, qui ont pleurniché en constatant que l'avion, par le plus grand des hasards dans lequel était leur père, a été abattu. Parce que sinon, c'est qu'ils n'ont pas vraiment compris ce qui s'est passé. Ouais. Voilà. Ben, merci, et puis ben, on se retrouve pour un autre sujet, une autre émission bientôt. Avec plaisir, On Laurent. va préparer ça. Merci, à bientôt. Bye.